Mesdames et messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette autre convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. D'ailleurs, c'est la DER pour cette année 2020. C'est un plaisir de vous retrouver pour partager notre regard critique et pluriel sur l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité, dénégation, parce que tout simplement, on a pour précaution de ne jamais rien condamner sans jugement conséquent. Bienvenue à tous et à toutes. Le philosophe scientifique sociologue Edgar Morin a dit ceci: plus la politique devient technique, plus la compétence démocratique régresse. Bonne méditation en cette journée et bienvenue au tribunal de l'actualité. Loukoumane Sanfoué est mon nom. Monsieur le juge au siège, bonjour. Bernard Bougma, Geoffroy Vahar. Bonjour Président, bonjour juge Vahar, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Sa Majesté Geoffroy Vahar, on va dire comme ça. Petit-fils du roi. D'accord. Pour ceux qui ne nous suivent pas, en tout cas à travers True TV, il est superbement habillé, un grand chef ce matin pour cette DER de l'émission du tribunal de l'actualité pour l'année 2020. Merci à tous et merci également à l'équipe de réalisation. Ce matin, puisque d'ailleurs nous parlons de l'actualité, c'est au Burkina Faso la dissolution du gouvernement, puisque vous savez que le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a signé ce mercredi 30 décembre 2020 un décret portant dissolution du gouvernement et la fin donc des fonctions du Premier ministre. Et Christophe Dabiré d'ailleurs, que nous avons vu un message publié sur sa page Facebook qui pour certains présage qu'il ne sera pas reconduit. Eh bien, si tel est le cas, quel pourrait être le meilleur scénario pour le président Kaboré pour un quinquennat plus impactant et plus vertueux? À défaut donc de jeter les courriers, on va se donner à des pronostics les plus probables possibles. Donc dans la première partie de cette émission, le tribunal de l'actualité. Puis vous le savez également, c'est une actualité. La Guinée a entamé mercredi hier donc la vaccination contre le nouveau coronavirus à titre expérimental à l'aide donc du vaccin russe Sputnik 5. Et nous apprenons que c'est le ministre de la Défense lui-même qui a été le premier à recevoir le vaccin mis au point donc par le Centre national russe d'épidémiologie et de microbiologie. Donc a indiqué l'Agence nationale de sécurité sanitaire. On va y porter un jugement pour cette actualité. Voici les deux sujets que nous enrôlons en cette matinée. Bienvenue à tous et à toutes. Merci encore pour cette fidélité sans cesse renouvelée. Pour les premiers avant-propos, c'est Bernard Bougma. Merci Président, mon avant-propos va concerner la maladie à coronavirus, mais pas forcément la maladie, mais tout ce qui tourne autour de la maladie à coronavirus et qui fait beaucoup également de bruit. C'est par rapport au protocole de soins. On a vu plusieurs personnes se sont illustrées pendant la maladie à coronavirus, chacun avec sa solution. En France, il y a eu le professeur Didier Raoult. Madagascar, c'était Covid Organics. Donc ici, c'est la pivirine et qui a eu, à un moment donné, il y a eu beaucoup de bruit tout autour. Et aujourd'hui encore, il y a du bruit. Donc, l'ordre des médecins qui s'invitent. Et puis, il y a les guéris de la pivirine. J'ai vu un écrit, donc dénommé le collectif des guéris de la pivirine, mais également qui s'insurge contre l'attitude de l'ordre des médecins du Burkina. Donc, dans ce méli-mélo, il y a une autorité également qu'on attend, qui doit pouvoir dire est-ce que c'est ça ou est-ce que ce n'est pas ça. Voilà, donc pour le moment, j'ai dit bien l'ordre des médecins qui dit être regardant sur les questions d'éthique et de déontologie et d'ailleurs qui a porté plainte. Et donc, de quoi est-ce que réellement ça retourne? Est-ce que les autorisations étaient obtenues parce que l'hôpital Yalagdo est impliqué dans les essais? Est-ce que, comment on appelle ça, les autorisations ont été obtenues ou bien les autorisations n'ont pas été obtenues? Comment est-ce que les essais ont été administrés? Donc, ça c'est suite à la sortie du procès martial. Donc, il y a effectivement des précisions à donner. Mais en attendant, il y a une maladie qui continue effectivement de faire de nouvelles contagions. Il y a des décès dus à cette maladie. Mais qu'est-ce qu'on a fait en termes de pouvoir trouver des solutions qui peuvent être endogènes, je dis bien, des solutions endogènes, oui, mais qui respectent les normes, qui respectent les protocoles et qui respectent effectivement, comment on appelle ça, les protocoles de soins. Voilà, donc c'est ce que je veux dire. Donc en la matière, il y a tout un schéma à suivre. Mais je dis bien, il y a une autorité qui doit pouvoir nous dire si oui ou si non
le ministère a été associé, le ministère est au courant ou le ministère ne l'est pas. Parce qu'au milieu, il y a des citoyens, chacun qui y va de son commentaire en se penchant pour l'un ou l'autre côté. Et donc, et ça part dans tous les sens. J'ai dit, mais pendant ce temps, on continue de regarder et la maladie, effectivement, elle est toujours là. J'ai dit, est-ce qu'on ne pourra pas penser endogène, mais respecter les protocoles en la matière? On se rappelle que pour le vaccin, ça a été accéléré. Pendant ce temps, pour le palu, ça se fait attendre. Et pour d'autres pathologies qui ont bien surgi en Afrique, ça se fait toujours attendre. Mais là, c'est aller à 100 à l'heure. Donc, est-ce que ce n'est pas parce que... C'est vrai qu'il faut être prudent. Très prudent parce que ça touche des vies humaines. Le produit peut contenir de la toxicité qui peut envoyer d'autres choses après. Donc des effets secondaires qui peuvent effectivement ressurgir et puis entraîner d'autres choses. Oui, ça c'est d'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi à être de façon de regarder sans complexe? Mais là, ça passe par l'assurance d'une autorité. Parce que c'est en fait lui également, cette autorité, c'est elle qui définit aussi la politique sanitaire, la politique de développement et tout ce qui va avec. Et c'est elle aujourd'hui qui est attendue et qui jusqu'à présent n'a pas encore donné de précisions par rapport à toute cette tambouille-là. Alors qu'on n'a pas intérêt à ce qu'il y ait à l'arrivée. Si la pivirine vient, eh bien, on aurait fait une polémique inutile. Si à l'arrivée, ce n'est pas bien également, on se tuera les responsabilités. J'ai dit, mais en attendant, il y a un arbitre et c'est l'État qu'on attend, qui jusqu'à présent n'a rien encore dit. D'accord. Merci bien de partager donc ce regard à cette émission du Tribunal de l'actualité. Joe Favara. Oui, merci Président. Moi, mon avant-propos va concerner notre année 2020 qui aura été pleine de leçons et puis aussi d'enseignements de par la façon dont le monde a été bousculé, mais pas que, mais aussi ses certitudes. On parlait tout à l'heure de certaines réalités avec Bernard Bougma. Ce qui nous a vraiment bousculé, ça a été la maladie à coronavirus et qui, je dis encore, a suscité beaucoup de questions et qui a fait passer nos certitudes à la possibilité d'y avoir des questionnements. Sur le plan de l'économie, on a toujours, pendant longtemps, prêché le fait que les économies doivent se spécialiser si elles veulent avancer. Et dans les avantages comparatifs, on essaie de voir ce qui est moins coûteux en termes d'intrants, en termes de process de production pour nous, et d'y aller en termes de spécialisation, étant entendu que la demande, outre part, nous permettra d'avoir des devises, et ce sur quoi on ne se serait pas forcément accentué, on pourra l'avoir sous d'autres cieux, et c'est comme ça que l'économie mondiale devrait fonctionner. Mais avec la maladie à coronavirus, on s'est rendu compte d'un certain nombre d'éléments. C'est que sur le plan de la santé, certaines productions cache-nez et autres, vous voyez comment certains pays qui sont quand même de grosses économies, pour lesquelles la production d'un cache-nez ne serait aucunement un problème, se sont retrouvés à se les arracher sur les tarmacs d'aéroport et puis à se faire des coups bas, oubliant même les engagements qui étaient les leurs et l'appartenance à des cercles communs, avec évidemment la question d'un certain respect de règles et aussi de bienséance. Vous prenez le cas de l'Union européenne, l'Allemagne et la France, à un moment donné, c'était à couteau tiré. Les États-Unis, ils ont fait plein de jaloux, s'étant érigé en coupeur de route pour la plupart des pays qui étaient demandeurs et même acquéreurs de cache-nez. On a vu cette réalité-là. Alors que ce sont des puissances pour lesquelles produire un cache-nez n'était rien. Et donc, beaucoup de choses ont été remises en question. Moi, je parle du domaine économique et même de ce que l'on a eu comme conséquence avec toutes ces économies-là qui, d'une façon ou d'une autre, se sont agenouillées, si ce n'est affaissées et pour certains allongées. Donc, c'est ça la réalité, que notre monde, il est encore fragile, quoi qu'on dise, et que c'est ensemble qu'on peut trouver des solutions. Il y a eu la guerre vers la proposition d'un vaccin, ça on va en parler tout à l'heure avec la question guinéenne qui est en train de commencer avec Sputnik 5, et la question de nos médecins
qui, dans chacun des pays, disait c'est nous qui sauvons des vies, c'est nous qui vous venons en secours lorsque tout va mal, et lorsque vous regardez Dieu à la fin et puis vous êtes prêts à tout donner pour sauver votre vie, c'est nous qui sommes là. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas forcément les mieux nantis quand on regarde la question de la rétribution, la question des salaires? Mais partout, le soignant, le médecin, l'infirmier, la sage-femme, partout. On a vu ailleurs où c'était des casseroles à travers des fenêtres qu'on faisait taper à une certaine heure pour leur dire merci. Et même chez nous, où on était un peu plus, modeste dans l'expression de notre reconnaissance, et une blouse valait à un moment donné aussi un treillis. C'est ça la réalité. Ça nous a montré qu'il y a des corps de métier, c'est vrai qu'on néglige, mais qui, à la vérité, lorsqu'on est face à certaines réalités où c'est l'humain, c'est l'humanité qui est en jeu, on se rend compte qu'il y a des corps de métier qui, chaque jour, travaillent à nous sauver. Et ça, 2020 nous a donné beaucoup de leçons là-dessus. Il y a beaucoup d'autres leçons qu'on pourrait tirer de 2020. Mais ça va faire l'objet de toute une émission. Mais je dis 2020 a été plein d'enseignements. Ça nous a beaucoup bousculé. On espère que 2021 sera différent. Mais qu'est-ce que vous voulez? Chaque fin d'année, c'est ce qu'on espère. Et ça aussi, c'est humain. D'accord, merci bien. Vous aurez certainement l'occasion d'aborder tout ce qu'il y a comme leçon à tirer aussi pour cette année 2020. Merci à tous les deux et merci également à tous ceux qui nous ont rejoints que maintenant. On va maintenant parler donc de l'actualité au niveau du Burkina Faso. Et vous le savez, depuis hier, on sait que le président du Faso a pris un décret portant donc dissolution du gouvernement et la fin des fonctions du Premier ministre. Et effectivement, on a pu voir un peu plus tard un message publié par Christophe Dabiré qui dit ceci: j'ai remis ma lettre de démission et celle de mon gouvernement à son Excellence, Monsieur le Président du Faso, qui l'a accepté. Cette démission fait suite à l'élection suivie de l'investiture du Président du Faso pour un second mandat. Ainsi donc, ma mission à la tête du gouvernement s'achève. J'ai traduit ma sincère reconnaissance au chef de l'État pour la confiance qu'il a placée en ma modeste personne. Merci aux membres du gouvernement avec qui j'ai collaboré tout ce temps durant. Merci à l'ensemble du personnel de la primature. Enfin, merci au peuple burkinabé et à tous les acteurs qui m'ont accompagné tout au long de cette noble mission. Plein succès au président du Faso pour son nouveau mandat. Un message donc qu'on peut retrouver encore une fois sur la page officielle du Premier ministre. D'ailleurs, un message pour certains présages qui ne sera pas conduit donc à la tête du gouvernement par le président du Faso, Rochma Christian Kaboré, qui est le président élu. Et donc, si tel est le cas, quel est le meilleur scénario donc pour un quinquennat plus impactant et plus vertueux pour le président du Faso, lui qui a en tout cas des engagements avec les Burkinabés. C'est en tout cas la première partie de cette émission du jour. Alors, Ben Abougma, avant cette annonce, il y avait ce débat qui commençait à s'installer sur le statut député, ministre, une situation que beaucoup estimaient que c'était juridiquement incorrect. Est-ce que là, nous sommes dans une situation où on tente de régulariser ou de rattraper? Que disent d'ailleurs les constitutionnalistes que vous avez pu consulter donc, pour comprendre la régularité de ce qui a été donné de constater? D'accord. Je réponds d'abord à la première question parce que c'était... Que ce soit rattrapage ou pas, ça allait l'être. Parce qu'après une élection, c'est comme ça. Donc, il n'y a rien à cirer dans la démission. Il présente sa démission, le chef de l'État accepte. Donc, hier, certains m'ont appelé pour dire, mais comme c'est le chef de l'État qui a mis fin à ses fonctions, est-ce que ça veut dire quoi? J'ai dit, il faut bien lire. Donc, parce qu'il a mentionné à la lettre de démission du 28 décembre. Donc, il a démissionné. Il prend acte et puis il met fin aux fonctions. Donc c'est dans l'ordre normal des choses. Donc certes, ça a été signé hier, mais c'est écrit, vu la lettre de démission du 28 décembre. Donc il n'y a pas de... Parce que le Premier ministre, où il démissionne, ou on le démet. Les deux sont possibles. Donc c'est quelqu'un qui vous a nommé, qui peut vous démettre à tout moment, ou qui peut vous demander pour sauver les meubles de présenter vous-même votre démission. Là, vous présentez la démission comme si c'est vous qui l'avez voulu, je dis bien, pour sauver les meubles. Et au Burkina, il y a eu plusieurs cas comme ça. Et partout ailleurs également, il y a eu plusieurs cas comme ça. Ça, c'est déjà pour répondre à... que, quoi qu'il en soit, la démission était attendue et allait venir. Et donc, maintenant, par rapport à cette affaire, les juristes, bizarrement d'ailleurs, les avis sont partagés entre juristes. Et ceux qui ont soulevé le débat sur les réseaux sociaux, les tout premiers que j'ai vus sont des juristes d'ailleurs.
c'est des juristes qui disent c'est pas normal, ils ont violé l'article 70 de la Constitution. Il y a d'autres qui viennent dire il y a l'article 167 du Code électoral qui dit ceci. Et donc, entre juristes d'ailleurs, je dis bien entre hommes de droit, c'est un débat qui jusqu'à présent n'est pas vidé. Alors, le juriste Yaka Koulibaly également, qu'on suit régulièrement sur les réseaux sociaux, dit il y a viol de la Constitution, mais c'est j'ai oublié le terme qu'il employait, c'est-à-dire que c'est comme si c'était pas aussi grave. C'est mineur. Voilà, donc que cela. Donc, et pour certains, c'est juste le mandat qui a été validé. Vous avez été élu député, le mandat a juste été effectivement validé. Donc, ils n'ont pas encore siégé. Et d'autres disent non. Ils ont contribué à élire le président de l'Assemblée nationale. Ils ont voté. Donc, ils ont vu des prérogatives du député. Donc ça, c'est déjà un autre débat. Et aujourd'hui, vous remarquerez que dans la plupart des activités, les ministres n'y vont pas. Que ce soit le secrétaire général, en tout cas, il y a beaucoup qui n'y vont plus. Donc, compte tenu de cette situation, parce que pour certains, dès lors que l'écharpe a été portée, et que la loi dit que c'est incompatible avec la fonction de ministre, à partir de ce moment-là, même si ce n'est pas écrit de façon informelle, il n'exerce plus la fonction de ministre. Qui ne l'exerce plus. Maintenant, la question c'est, s'il y a une crise, comment on va faire? Oui. Parce qu'officiellement, on n'a pas vu l'acte. Parce que s'il ne part pas à l'Assemblée, c'est soit une absence ou il se fait remplacer par son suppléant. C'est vrai qu'il y a des mécanismes pour remplacer le suppléant. Il peut demander une procuration. Donc, donner une procuration à quelqu'un, donc dire que je m'absente, mais je donne ma procuration à X ou Y, mais jusqu'à présent, les problèmes demeurent, les incompréhensions demeurent. Et pour nous, profanes, nous disons que c'est simple. Nous qui ne sommes pas des juristes, au lieu d'interpréter des articles, mettons de la forme et puis on passe à autre chose. Pour nous, notre lecture, elle est toute simple. On met de la forme. Le président a prêté serment. Donc il a été investi. Dans l'après-midi, en début d'après-midi, nous constatons la démission du gouvernement. Et le soir, il part prendre l'écharpe à l'Assemblée nationale et puis on passe à autre chose. Donc ça, c'est pour la lecture de nous les profanes. Là, il n'y a pas d'interprétation possible et la forme a été respectée. C'est même beau. Et parce que l'autre débat aussi qui a été soulevé par les juristes, c'est le fait que les députés ont mis fin à leur mandat avant l'investiture du président. Et que pour eux, le président de l'Assemblée nationale est d'abord député avant d'être président de l'Assemblée nationale. Et il se pose la question, est-ce que dans ces conditions, il peut aller à une cérémonie, représenter encore l'Assemblée nationale et être cité dans l'ordre protocolaire? Un autre débat, oui, qui a été soulevé, qui est pertinent, mais je pense que oui, c'est possible parce que je pense déjà qu'on pourrait permettre que le président de l'Assemblée nationale continue l'évacuation des affaires courantes avant la mise en place de la nouvelle Assemblée nationale. Donc, ça c'est également un autre débat qui a animé les réseaux sociaux. J'ai dit les juristes sur cette question sont divisés. Mais c'est difficile de dire s'il y a eu violation ou pas. Ils disent violation, disent qu'il n'y a pas de violation. Hier, il y a un papa de la presse qui a été également ancien ministre. Comme je n'ai pas eu l'autorisation de dévoiler son nom. Voilà. Donc, avec qui nous avons longuement échangé là-dessus pour comprendre les tenants et les aboutissants. Et pour lui, ça ne devrait pas souffrir de débat. Dès lors qu'ils ont endossé l'habit du député, il n'y a plus de problème. Ça veut dire que la fonction ministérielle s'arrête ipso facto. Et je pose la question. Mais officiellement, comme ils n'ont pas démissionné, qu'est-ce qu'on fait s'il y a... Il dit, mais qu'en cas de crise, effectivement, ça peut effectivement poser un problème. Difficile maintenant de dire, parce que pour certains, la Constitution a été violée. Puisque le code électoral, ce n'est pas la loi fondamentale, ce n'est pas la Constitution. Et quand il y a querelle d'interprétation, c'est la Constitution qui prime sur le reste. Donc, pour d'autres, ça a été violé, comme l'a dit Siaka, comme on appelle ça, Koulibaly. La Constitution a été violée, mais bon, il dit que c'est compréhensible. Je crois que c'est l'expression qu'il a trouvée. C'est pas, voilà. Mais c'est aussi une tradition au Burkina. Je pense que c'est la tradition qui a fait que nous sommes dans une telle situation. Le ministre est député, il prend fonction quelque temps après,
le Premier ministre démissionne, on refait un nouveau gouvernement, il laisse tomber l'écharpe et puis il part les députés ou il reste à l'Assemblée nationale. On a été habitué à ce que moi j'appelle la tradition. C'est dans le fonctionnement des États, il y a la tradition et puis il y a la loi. Donc, j'ai dit les juristes sont divisés, je ne suis pas juriste, donc je préfère rester prudent. Vous êtes juge aussi du tribunal de l'actualité. Je crois que vous inspirez donc ce débat sur ce qu'on pourrait qualifier d'incongruité entre les fonctions de ministre et celles donc de députés. Ce n'est pas d'ailleurs la première fois que le gouvernement est interpellé sur ces aspects donc d'actes pris et dont la régularité fait débat. Quelle est votre appréciation? Bon, je pense que c'est déjà intéressant ce qui arrive et puis la réaction qu'il y a. Ça veut dire l'attachement que certains ont au texte et leur capacité à interpeller et à partager la lecture qu'ils ont des textes. Bernard le disait tout à l'heure, il y a des articles qui sont clairs. Il y a un qui consacre l'incompatibilité entre les deux postes, les deux missions, et puis il y a un autre qui donne 15 jours pour celui qui se trouve dans cette incompatibilité-là du fait de ces deux fonctions. Maintenant, quelle appréciation à faire? Il y a eu beaucoup de lectures. Mais je crois aussi que les tests que nous avons, c'est pour plus tard. Et c'est pour cela qu'on corrige en y ajoutant un certain nombre d'éléments au regard de ce qu'on a vécu. Je pense que c'est ça qui est très important. Maintenant aussi, il y a à ce que ceux qui sont aux affaires lisent bien les choses pour ne pas nous mettre dans des situations qui soient celles dans lesquelles nous sommes, dont on peut se faire l'économie. Mais c'est notre modèle aussi et notre calendrier qui nous met un peu dans cette situation-là aujourd'hui. Quand vous regardez, c'est un peu notre calendrier qui nous met dans cette situation. Et puis, il y a beaucoup d'autres futuribles. Il y a beaucoup d'autres possibilités qu'on pourrait regarder dedans et se dire, mais attends, si ça arrivait, qu'est-ce qu'on faisait? Ah oui. Il y a beaucoup d'éléments comme ça. Je pense que les textes, c'est pour l'avenir. Et c'est regarder dans les ordres du possible et se dire, si ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Et voilà pourquoi on encadre. Quand ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Et voilà pourquoi on encadre. Et voilà, c'est quelque chose est arrivé. Mais ça mérite déjà qu'on tire leçon de cela. Maintenant, bon, c'est vrai, il y en a qui sont très tatillons sur les textes. Et tout à l'heure, Bernard disait, bon, il y en a qui ont fait la lecture et qui ont dit, bon, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, c'est pas comme ça qu'on construit une nation. Non, c'est avec des textes bien faits et qui évitent qu'on soit dans une situation où on soit mal à l'aise. Tout à l'heure, on parlait de la question de ces ministres-là. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas régler la chose définitivement? Moi, j'ai lu un bon propos de Lukman Savadougou qui m'avait partagé d'ailleurs sur la question. Et je trouve que c'est pertinent. Quand on prend le cas des ministres qui sont candidats, pourquoi, comme nous, on nous impose nous a imposé plusieurs mois à l'avance de ne plus aborder un certain nombre d'éléments, pourquoi même ceux-là? On ne leur demanderait pas parce qu'ils sont candidats de démissionner de leur poste. Pourquoi on ne demanderait pas cela? Pour que ce soit plus clair et plus simple. Parce qu'il y a un avantage même à ce qu'ils soient à leur poste pendant la campagne. On a vu, et ça il faut tirer leçon de la question de la communication et sa sensibilité. Je pense que je ne dois pas rappeler les propos du chef de file de l'opposition politique sur c'est vrai qu'on dit que c'est la prime au sortant, mais la prime ne doit pas être comment on appelle cela, un genre de carte blanche ou de prime à la pression positive pour celui qui est là. Non, ça ne doit pas se faire outre mesure. Ça doit être dans une certaine mesure, c'est ce que je pense. Et donc pourquoi, et au regard de ce qu'on a vu, ne pas se dire que ces ministres-là même devraient, ceux qui sont candidats, devraient démissionner 92 jours, 60 jours avant. Ça allait résoudre beaucoup de choses aussi. Il y a nécessité qu'il y ait un débat sur les dispositions constitutionnelles. Pour l'instant, on estime que c'est régulier, qu'on peut être ministre et en même temps candidat. Ça, c'est encadré par la loi. Oui, il n'y a pas de souci, mais voilà qu'on se retrouve dans une situation où ils vont désigner qui sera le président de l'Assemblée nationale. Ils ont tous arboré leurs écharpes en tant que ministre. Je ne pense pas qu'on s'asseye et qu'on valide votre siège et que vous votiez et que ce ne soit pas un acte de parlementaire, ça ne soit pas un acte de député. Ça aussi, il y a problème.
C'est le premier grand acte, même en tant que député, que de désigner qui sera celui qui va s'asseoir à la chaire. Évidemment. Ça, c'est une égalité, ça tombe de sens. Maintenant, si vous deviez contrôler l'action du gouvernement en même temps, pendant qu'il y a un acte fort ou il y a un élément fort qui arrive pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans l'action et dans le contrôle de votre action. Ça veut dire qu'il là, il faut mener la réflexion. Et je dis, est-ce que ça ne permet pas de régler tout en même temps? Voilà pourquoi je dis, les ministres candidats là, est-ce qu'il ne faut pas leur permettre de déposer leur affaire là, doucement, quelques temps avant, et puis ça règle aussi la question de la concurrence déloyale sur le terrain politique. D'accord. Alors, c'est un mal pour un bien. C'est un débat que vous creusez. On va parler d'autre chose parce que j'aimerais bien qu'on analyse aussi le message publié par le Premier ministre Christophe Dabiré. Officiellement, le gouvernement est dissous, si on en croit en tout cas au décret qui est publié par le président du Faso. Et selon le message qui a été publié par le Premier ministre, d'aucuns estiment que il a fait ses adieux de façon officielle, de façon définitive. Pour vous, quelle est l'interprétation que vous en faites? Est-ce un simple usage ou sérieusement on sent le départ d'un homme de l'exécutif? Bon, les deux, ça peut être juste le symbole, puisqu'il peut revenir. Comme c'est laissé à la discrétion du président, donc il peut dire malgré votre message de revoir, moi je vous rappelle. Donc je pense que ce n'est pas comme écrit comme ça qui peut empêcher qu'il revienne. Les deux cas sont possibles. Il peut ne pas revenir, il peut revenir. Mais ça c'est évident, Bernard Vougman. Oui, mais donc je ne peux pas. Dès lors qu'en fait, quand le discours c'est dans. Regardez déjà le message de démission. Pour beaucoup, il a été démis de ses fonctions. Il y en a qui ne font même pas attention à la lettre de démission du 28 décembre. Alors que le président aurait pu dire tout simplement, je prends acte de votre démission et tout, j'accepte et tout volontiers, oui. Voilà. Mais il a dit, il est mis fin. Mais ça renvoie à la même chose. C'est une formule, mais qui renvoie à la même chose. Je suis d'accord que vous partiez. Sinon, je ne mets pas fin à votre mission. Je suis d'accord que vous partiez. Mais en même temps, quand on pousse loin la réflexion, s'il est mis fin, ça veut dire qu'il ne faut même plus espérer revenir. Voilà. Mais c'est le langage de palais. Et comment on appelle ça? Théoriquement. En français facile, qui peut dire que si le président écrit comme ça, c'est qu'il ne voudra plus, c'est que ça veut dire qu'il n'a plus besoin de lui. Personne, puisque c'est un langage sibyllin. C'est très difficile de dire que ça va être comme ça. On ne peut pas prévoir. C'est un français qui est administratif, président. Donc, il n'est pas clairement dit que j'ai pris acte de votre démission et tout. Il a seulement dit qu'il est mis fin aux fonctions du Premier ministre. Et c'est suite à la lettre. Vous m'avez présenté votre démission, je suis d'accord de le recevoir. Mais en même temps, ça annonce les couleurs. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas affirmer d'ego que comme ça écrit comme ça, c'est que ça ne va pas l'être. Sauf ceux qui sont introduits dans l'administration, qui connaissent bien les codes. Parce que le code, il a son administration, il a son langage, la diplomatie a son langage. Et donc, ce sont les initiés qui savent réellement de quoi ça arrive. Donc, cette expérience administrative poussée, je ne l'ai pas. Ça, c'est pas que je n'ai pas de notion en administration, mais très poussée à ce niveau-là, je ne l'ai pas. Donc j'ai dit, je préfère rester dans les normes. Donc tout comme j'ai dit, il peut revenir, il peut ne pas revenir. Mais est-ce que avec l'âge, avec la nouvelle mission et les nouveaux chantiers que Roch Marc Christian Kaboré a, M. Dabiré a comment on appelle ça, la carapace pour porter, là effectivement ça va poser un autre débat. Parce que quand il a été nommé, même cette question, l'âge a été soulevé comme comment on appelle ça, l'un des handicaps du nouveau Premier ministre. Des appréhensions. Des appréhensions, pardon. Donc, il y a eu des appréhensions liées à l'âge et tout. Quand la maladie à coronavirus est arrivée, mais c'est un gouvernement qu'on n'a plus vu. Le Premier ministre, le chef, le papier a disparu des radars. C'est pratiquement le président de l'Assemblée nationale qui officiait comme si c'était lui le patron de l'exécutif, qui a été le premier à aller encourager ceux qui sont au four et au moulin dans la lutte contre la maladie à coronavirus, qui s'est débarrassé de son chauffeur qui conduisait lui-même sa voiture et qui a initié Coronaton. Celle qui s'occupe des questions humanitaires, on ne l'a plus vue. Alors que c'est aussi des questions humanitaires. La solidarité nationale. Oui, le ministère de la Santé, disparu.
Dame ministre même a fait un bout de temps, on ne la voyait pas, on se posait la question, est-ce que pour être là, au four au moulin, est-ce qu'elle n'a pas pris un recul parce qu'elle aussi elle avait été atteinte de la maladie à coronavirus? Il y a eu ces questions qui ont été posées. Et même le porte-parole du gouvernement en tout temps. À un moment donné, le porte-parole du gouvernement aussi a disparu. Donc c'est après que l'équipe gouvernementale est revenue à la charge. Et pour certains, c'est du fait de l'âge, parce que comme quand ceux qui sont en charge de la gestion font le point, ils disent que les victimes, où il y a les victimes les plus nombreuses sont ceux qui sont plus âgés. Donc pour certains, Papy s'est mis au frais compte tenu de l'âge pour ne pas prendre de risques. Donc aujourd'hui, est-ce qu'avec les nouveaux défis, la nouvelle mission et la vision du chef de l'État, M. Dabiré pourra porter cette charge-là? C'est la question effectivement que je me pose. C'est vrai que sur les questions de réconciliation, pour être quelqu'un de plus pondéré et très sensible, ça il faut le dire, un premier ministre très sensible, peut-être que sur ces questions, il pourrait être un bon pion dans les négociations, mais je pense également que ce n'est pas des hommes également de sa trempe qui manquent au Burkina. Donc, est-ce qu'il ne faut pas faire maintenant un pas, un signe vers la jeunesse également? On va prononcer tout à l'heure, mais déjà pour ce qui est du message, Geoffroy, pour certains, ça ne présente pas de perspective. Est-ce que vous y voyez vraiment des adieux officiels? Oh, vous savez, en politique là, il ne faut pas s'en tenir à un papier et les mots qui sont couchés dessus, parce que les mots sont couchés dans un contexte et le calcul d'après tient compte du contexte nouveau. Donc quelquefois, vous pouvez vous retrouver être un bon charlatan ou réduit à cela, plutôt que d'être un analyste qui a du recul pour ce qui est de la scène politique. Donc il y a des choses sur lesquelles, pour moi, peut-être sur un simple papier, il ne faut pas s'aventurer. Il peut être reconduit. Ça pourrait être une réalité. Maintenant, avec une équipe vraiment bien remaniée, parce que quand on regarde aussi, c'est quelqu'un qui faisait pas de l'ombre à son président et qui avec lui faisait un genre d'attelage qui, de ce qu'on regardait de loin, avait l'air bien assorti, en tout cas pour ce qui est de l'assentiment du président lui-même. On ne sentait pas de friction. Et donc, ça pourrait être un choix, ne serait-ce que pour une période, le temps de bien peaufiner la stratégie et puis aller peut-être à un choix peut-être plus tranché. Ça peut être aussi cela. Mais je dis que à travers le simple arrêté que nous avons vu, on ne peut pas forcément se dire cela. Et puis n'oublions pas, il y a le contexte. C'est que on a vu la critique qui a fusé de toutes parts. Donc les choses ont dû se faire aussi un peu vite. Les choses ont dû se faire un peu vite. Donc moi je ne ferai pas de lecture outre mesure sur le papier que j'ai vu. Pour moi ça ne permet pas de tirer des conclusions. Mais vous avez commencé à esquisser une sorte de bon point du Premier ministre Dabiré. Et on était habitué sous le régime comparé à ce que, à côté du président, il y a un Premier ministre avec une tempérance forte, une personnalité forte, je voulais dire, à l'instar de Tertus Zongo ou même le tout récent Adolphe Thiaw. Là, récemment, on a eu Christophe Dabiré, justement avec l'âge et certainement la tempérance qui va avec. Et cela a été véritablement un atout, un handicap donc, dans la conduite des affaires que vous avez pu constater. Il faut savoir que vous faites le parallèle avec les choix d'un autre homme qui lui aussi avait sa vraie distance, qu'il prenait d'un certain nombre d'éléments et qui mettait un Premier ministre très souvent fort, qui était au charbon, au four et au moulin, qui était le presque président. Parce que lorsque le président lui-même sortait, c'était tellement solennel parce qu'on n'avait pas l'habitude de le voir et de l'entendre, que c'était sur certaines questions qu'il choisissait lui-même. Maintenant, aujourd'hui, on est avec un autre président qui a sa façon aussi de faire les choses. Vous avez vu le Premier ministre qui était venu sortir un peu de nulle part parce qu'on ne le connaissait pas trop, Paul Kabatieba. On l'a tous découvert un peu à l'aéroport. Difficile même de trouver une photo de lui pour faire un portrait, vous vous rappelez. Mais qu'est-ce qui n'a pas été dit sur Paul Kabatieba, son manque d'assurance lorsqu'il prenait la parole, la difficulté à communiquer cette émotion ou à emmener les gens dans son discours. Tout le monde l'a dit, plus loquace et tout le monde l'a dit. Mais c'est quelqu'un qu'on a vu aussi petit à petit prendre ses marques.
je pense que le président aurait écouté tout le monde, que Paul Kabatiba n'aurait pas fait, il aurait fait long feu, pour parler bon français. Il n'aurait pas duré. Mais vous voyez que la confiance lui a été donnée, il a eu le temps, on lui a donné le temps de se faire, de rentrer dans l'estime d'un certain nombre de Burkinabés, quoique l'esprit critique a demeuré. Vous prenez le cas de celui qu'on appelle aussi des fois affectionnement le vieux, du fait de son âge, le Premier ministre actuel, l'ancien Premier ministre, parce que c'est ça maintenant, Dabilé. Vous l'aurez vu, c'est quelqu'un aussi qui a ses bonnes relations, quoi qu'on dise, même dans le domaine syndical. Ça compte aussi beaucoup. D'autant plus qu'à un moment donné, la fronde, elle était forte. Et on avait besoin de personnes qui pouvaient tenir le bon discours, qui avaient le bon carnet d'adresse à l'intérieur et qui pourraient, au-delà des clivages qu'on avait sur la place publique, pouvoir appeler certains et leur dire, est-ce qu'on peut se parler? Arrondir les bords. Arrondir les bords. Et ça, c'est quelque chose qu'il a tenté tant bien que mal. Parce que, il faut le dire, on avait beaucoup de motifs pour que on ait des agents du public qui sortent dans les domaines aussi divers que variés. Et ça, c'est normal parce que, vous savez, quand une économie est à 6 points en décembre, en gros, avec une perspective d'un peu plus de 6 points pour l'année, et qu'avec la maladie à coronavirus, vous en perdez 4, vous êtes à 2 points de taux de croissance, cela va impacter forcément tout. Et quelquefois, les engagements qui ont été les vôtres, les discussions et ce sur quoi vous vous êtes entendu, c'est des choses sur lesquelles vous vous rétractez ou bien vous avez peine à projeter des possibilités de respecter ces engagements. Et quand c'est comme ça, ceux que vous avez en face vous rappellent les engagements qui sont les vôtres ici et maintenant, sans plus. Et parce qu'eux-mêmes sont dans des difficultés. Et ça, il fallait quelqu'un qui puisse manœuvrer, avec aussi des ministres qui sachent arrondir les angles. Quand vous prenez son ministre de l'enseignement, il a un tempérament qui par moment, je ne dirais pas déboussolé, mais vous venez, vous regardez, parce qu'il y en a qui dans leur aspect déjà même vous donne le va-t-en-guerre et qui dans le discours par moment vous envoie tellement de piques qu'à un moment donné vous vous dites bon écoutez que celui-là il faut continuer de discuter avec lui. Il y avait cette... Vous parlez de Waro, même Maïga. Non, Waro, je parle du ministre Waro. Il a un département, quoi qu'on dise, dans lequel ça devrait bien bouillonner. Ça a bouillonné par moment, mais il a su toujours trouver les petits moyens, il a su trouver les justes milieux, il a su manager. C'est des tempéraments comme ça qui ont pu permettre un certain nombre d'éléments. C'est pas forcément quelquefois ce que vous donnez ou ce que vous dites, ce que vous ne faites pas. C'est votre capacité à accepter de venir à une table et puis votre capacité à baisser la tête pour dire c'est vrai, j'ai promis, mais vous me voyez, je peux pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a cette humilité là aussi quelquefois qu'il faut avoir. Au moins, oui, mais vous me voyez, je peux pas. On va faire comment? C'est les mêmes phrases. Mais ça n'a pas la même façon de sonner. Donc je veux dire que c'est ça aussi la réalité à un moment donné. Mais on attendait aussi beaucoup de ce gouvernement là. Et le minimum, ça a été quoi lorsqu'il venait? C'est la question du train de vie de l'État et puis d'un certain nombre d'éléments. Et là, l'engagement a été pris très tôt. On voit comment les choses sont gérées, on a vu les rapports, la question de gestion du carburant dans l'administration, la question de la façon dont les missions nous pèsent, et même au niveau des ministères, comment au niveau il y a des largesses qu'on se permet, ça ne va plus continuer, je vais mettre fin à cela. Et puis après le vieux, on l'a plus entendu. Et ça, c'est resté comme un arrière-goût amer pour la plupart de ceux qui avaient eu foi en cette parole donnée. Il n'y avait pas que ça. Regardez l'un des chantiers. Et je crois que c'est ce que peut-être beaucoup d'autres Burkinabés regardaient. Ils disaient, ouh, ils ont osé. Mise à plat, ils ont changé le mot, ce n'est plus mise à plat des salaires, on va revoir, on a trouvé un terme que moi je ne retiens même plus parce qu'il y en a tellement plusieurs. Mais ça c'est un projet mort depuis Paul Kabatiba. Oui, mais ils ont continué jusqu'à récemment. Et puis après, on a l'impression que même le mot PNDS là, on ne voulait même plus dire. Vous vous rappelez? Banni du discours public, oui. Voilà, comme si c'était un choix fait. Bon, on a vu tout ça. Mais je vais dire que aujourd'hui dire que bon il y a un bilan qui est tellement mauvais que c'est pas trop sûr que l'ancien premier ministre Dabilé revienne, j'ai dit il faut être prudent parce que même dans comment dire ça, le contexte actuel,
il y a peut-être le besoin même de vouloir se donner le temps de faire un choix plus tranché. Et ça peut mériter, ça peut concourir à ce que le Premier ministre actuel soit reconduit. Maintenant, est-ce que c'est ce dont aujourd'hui on a besoin? Quelquefois, il faut trancher très vite. Et ça, bon, mais d'en trancher très vite, je vais terminer avec ça, ça me fait un peu sourire parce que je veux pas ne pas aborder ça. Il y a le Faso.net qui a fait un petit tour pour voir qu'est-ce que les Burkinabés pensent d'un Premier ministre probable et tout. Vous allez comprendre que non, mais c'est une boutade. Vous allez comprendre que les gens sont très forts. Il y en a qui ont proposé avec tous les sérieux Blaise Compaoré. Oui, il y en a qui ont proposé Zida. Il y en a qui ont proposé Zida, vous voyez que ça vous fait rire. Je veux dire que donc on a matière et avec tous les sérieux, vous lisez le Faso.net, vous allez en rire. Et avec tous les sérieux, les gens ils se sont calés, ils ont dit non, je pense que Blaise c'est bon, ou bien je pense que Zida c'est bon. Bon, on se demandait comment ça va se passer. Donc je veux dire que là-dessus, tout le monde a sa petite idée, tout le monde a son petit sentiment, et bon, il y a quelqu'un qui décide à la fin. Bernard, qu'est-ce que vous retenez de l'étendard on va dire d'Abiré, voilà, le Premier ministre d'Abiré justement, parce que est-ce que ça a été une marque, est-ce que ça a été un label, pour reprendre un peu les termes de cher Harouna Kaboré? Est-ce que donc à travers sa façon de conduire les affaires, on a pu sentir véritablement qu'il y a eu une impulsion véritable propre à lui, intrinsèque? Parce qu'on se souvient aussi de son passage à l'Assemblée où il y a eu cette goutte de larmes qui a été écrasée, donc, et beaucoup avaient nourri l'espoir qu'il pourrait engager les Burkinabés vers l'intérêt supérieur de la nation. Est-ce que ça a marché? Est-ce que sa personne y a été pour quelque chose? Là où les lignes n'ont pas beaucoup bougé, c'est sur le plan de la réconciliation, parce que le dialogue qu'il y a eu, c'est politique, c'est entre les hommes politiques. Les autres acteurs de la société civile n'ont pas été associés, et les vrais signaux émis par le pouvoir par rapport à une méthode pour des questions de réconciliation, ça on n'a pas vu. C'est vrai qu'il y a eu un ministère en charge de la cohésion sociale, donc un ministère délégué à la décentralisation et la cohésion sociale, mais les lignes n'ont pas vraiment bougé. Mais là, je pense aussi que la tempérance du Premier ministre, sa sagesse vis-à-vis et compte tenu de son âge et de son expérience pour avoir été plusieurs fois ministre et ancien fonctionnaire international, a contribué, tout ce background-là a contribué quand même à refroidir les ardeurs des uns et des autres. Regardez au niveau de la fronde sociale, à un moment donné quand même, les choses se sont tassées. Ça ne veut pas dire que les travailleurs n'ont pas de revendications sur la table, mais ce n'était pas l'époque des sit-ins et des grèves à répétition où les sorties médiatiques très salées. Donc à un moment donné, quand même, la pression... Il y a eu une accalmie. Oui, il y a eu une accalmie. Autre chose, par rapport aux avancements de certains corps de travailleurs, il y a eu également une amélioration. Sur par exemple, dans le domaine de la santé, la fonction publique hospitalière a été enclenchée. Ça a permis à certains travailleurs d'améliorer leurs revenus. Et donc, au niveau de l'enseignement, qui a aussi le gros lot des fonctionnaires, il y a eu beaucoup d'efforts également qui ont été faits à un certain niveau. Sauf que la maladie à coronavirus est venue, comme on appelle ça, inverser la tendance. Bon, inversé parce qu'on a sauvé les murs pour les classes d'examen, inversé parce que le gouvernement, craignant la guerre de l'UTS, qui battait son plein, a pu trouver une brèche et s'en est sorti. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'entend plus parler de grève contre l'application de l'UTS. On n'en a plus entendu parler. Les gens ne sont pas d'accord, mais pas d'accord avec C'est pas pour autant que les armes sont rangées. Je n'ai pas dit que les armes sont rangées, j'ai dit que les travailleurs ont toujours des revendications qui sont toujours sur la table. Ça, je l'ai dit. Et l'UTS fait partie de ce qui est sur la table. Et d'ailleurs, c'était sur la table bien avant même que l'application ne puisse être enclenchée. Donc, Bassorma Bazé et ses camarades avaient des arguments pour que le dialogue gouvernement-syndicat n'ait pas lieu. Parce qu'il bouge jusqu'à présent. La machine est grippée. J'ai dit, il y a toujours des préoccupations. Mais la fronde qui était partie contre l'UTS, après la maladie à coronavirus, elle s'est retombée. C'est vrai que les magistrats sont allés à un autre niveau en enclenchant une procédure judiciaire, mais là-bas aussi, la suite, on la connaît. Et si eux, ils avaient remporté la bataille judiciaire, je pense que ça allait donner plus de verve et plus de conviction aux autres corps de métier. Mais ça ne l'a pas été. Donc, et comme ça ne l'a pas été,
Ça a quand même réduit les ardeurs. Mais avec dans ce gouvernement, de faits négociateurs, comme le professeur Stanislas Ouareau, et un homme teigneux, si vous me permettez l'expression, comme Séni Ouedraogo, qui a tenu contre vents et marées par rapport à un certain nombre de choses, par rapport à la réforme de la fonction publique, des concours. Aujourd'hui, tout est numérisé. Donc, il n'y a plus de réception de dossiers physiques. Bon, en son temps, ça n'a pas été facile. Donc, il y a eu un gros retard et qui continue au niveau des concours de la fonction publique, mais quand même, il y a eu une accalmie. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un travail qui a été fait. Donc, beaucoup de négociations pour arrondir les angles. Je dis ça aussi, c'est, quoi qu'il en soit, c'est quand même la marque de M. Dabiré, qui, contrairement à son prédécesseur, arrivé à l'Assemblée nationale, ne provoquait plus le CDP ou l'UPC. Alors que Paul Kabat-Thiéba... Effectivement, on ne lui reconnaît pas d'écart engagé. Justement. Alors que Paul Kabat-Thiéba, quand il s'adresse même aux députés, il ne manquait pas d'énerver le CDP et l'opposition. Vous allez faire 50 ans à l'opposition, l'argent ne circule parce que c'était ici. Donc, à chaque intervention... pas aller jouer au ballon. Non, justement, aller jouer au ballon. Donc, à chaque sortie, à l'Assemblée nationale, il y avait des impairs qui étaient commis et qui fâchaient l'opposition. M. Dabiré arrive avec un style d'ailleurs de présentation à l'Assemblée nationale qui était très bref, qui lui a permis d'aller à l'essentiel. Au lieu de faire les discours fleuves, il allait à l'essentiel. Donc c'était également là, il faut le lui reconnaître ça. Et qui a eu l'avantage d'avoir dans son équipe des jeunes ministres qui ont été courageux, qui ont engagé courageusement des réformes, mais qui ont pu aussi obtenir du résultat. Certains ont également pu obtenir du résultat. Laurence Machal-Ilboundo, contre vents et marées, avec son projet, c'est vrai que ça n'a pas été simple avec les enfants, l'autorité des enfants de la rue, mais c'était quand même c'était un symbole fort. Aruna Kaboré, dans le domaine du textile et du coton, a fait aussi bouger les lignes. Il faut également reconnaître que des lignes ont bougé par rapport également aux façons d'affaner, au soutien des femmes, les métiers à tisser et tout et tout. Donc il y a des efforts également qui ont été faits à ce niveau. Mais je dis bien, comme nous ne sommes pas à l'heure du bilan général, tout ça c'est à mettre à l'actif d'un Premier ministre qui, je dis bien, pondéré, beaucoup plus sage, et qui dans ses sorties, comme vous l'avez dit, il n'y a pas ce dérive langagée où des gens se énervent et qui attendent à ce qu'on demande pardon. Ou Paul Kabat-Thiéba dit des choses au syndicat à 18h, pardon, à 6h du matin, à 18h, il y a une rencontre de négociation, il commence par les excuses avant de commencer la rencontre. D'où cette ouverture à présent. Le Premier ministre Dabiré devrait-il bénéficier encore une fois de la confiance du président du Faso, ou bien pour donner plus d'impulsion, plus de dynamisme, il faut miser sur d'autres compétences? Et voilà, en matière, vous savez que les noms circulent déjà. Quelle est votre lecture là-dessus? Bon, je crois que Dabiré, l'ancien Premier ministre, il a fait ce qu'il pouvait. Et je pense aussi qu'il faut tenir compte, et moi c'est ce que je pense, d'un certain nombre d'éléments qui pour moi sont majeurs. Il y a la question de l'âge. Et puis, vous savez, on est dans une deuxième vague pour ce qui est de la maladie à coronavirus. On ne va pas rappeler qu'à un moment donné, il y a des choses qui étaient vraiment difficiles. Et puis, bon, nous l'avons, je parle de nous en tant que journalistes, nos confrères et tout, on l'a souvent suivi dans des missions, c'est pas facile. Je veux dire, à un moment donné, vous pouvez ce que vous voulez, mais il y a l'âge et le corps qui vous rattrape. La mission de Premier ministre n'est pas une mission si facile. Donc, pour moi, ça, c'est un élément très important à prendre en compte. Et puis, il faut donner des chances, c'est ce que je pense. Il faut aussi oser, il faut être courageux. Et après un premier mandat, ce à quoi on s'attend, ce n'est pas, c'est vrai, parce que le président, ce qu'il nous a présenté dans la campagne, c'est un genre de continuité. On n'attend pas une cassure majeure, mais au moins dans les hommes, qu'il y ait du sang neuf et qu'il y ait peut-être une autre façon de faire les choses. Et je crois que ça, c'est... Mais quand vous dites du sang neuf, il faut révéler ou bien il faut promouvoir? Il faut promouvoir. Et puis promouvoir suppose, avec déjà l'équipe qui était là, on peut promouvoir quelqu'un, mais révéler, il faut forcément, encore une fois, aller chercher peut-être... Non, mais ça, c'est... Vous savez, ce qui est bien, c'est que, en la matière, laissons les gens faire leurs choix, et puis à la fin, ils seront comptables des choix qu'ils ont faits. Je pense que c'est pour ça qu'on les désigne, pour qu'ils choisissent par eux-mêmes ceux qui sont les plus à même de les aider à pouvoir conduire
ce qu'ils ont proposé au Burkinabé. Je crois que c'est au moins cela qu'il faut leur laisser. Mais pour ce que je pourrais dire, pour ce qui est de l'ancien Premier ministre, je crois que la question de l'âge était un élément important à prendre en compte. Et que même s'il y a le choix de vouloir qu'il continue, je ne pense pas que ça devrait pouvoir durer. Peut-être c'est juste se donner le temps de faire un choix plus conséquent. C'est vraiment ce que je pense. Vous voulez toquer, Dabiré n'est pas plus ancien que Joe Biden, par exemple. Oh, vous parlez de choses différentes. Et puis, je ne pense pas que Joe Biden, c'est Premier ministre. Voilà, c'est deux choses différentes. C'est deux choses vraiment différentes. D'accord. Bernard, selon vous, où devraient se retrouver les intérêts du Burkina Faso, sinon les intérêts du président du Faso, en termes donc de ressources humaines pour ce nouveau quinquennat-là? Vous dites quoi? Où devraient se retrouver les intérêts? Vers qui devraient se retrouver les intérêts véritables du président du Faso? Voilà, vers qui? Maintenant je comprends mieux votre question parce que je n'avais pas bien compris la question. Autrement dit, vous posez la question de savoir qui sera le futur Premier ministre. Évidemment. Je pourrais répondre que ça peut être vous, M. Vaha. Dès lors que... Nous sommes des journalistes. Ah, mais il y a des journalistes qui ont été Premier ministre. Ambassadeur, Premier ministre, Luc Adolphe Thiaw a été journaliste, monsieur. Donc ce n'est pas... Et puis bon, dans ce gouvernement, il y a plein de ministres. Pas au poste de Premier ministre, mais on a déjà eu au Burkina dans le Corona. Donc, pour revenir effectivement à votre question, il y a plusieurs noms. Ça, il faut aller direct, il y a plusieurs noms d'anciens ministres, d'anciens qui ont servi sous Blaise Compaoré, qui n'avaient pas servi sous le MPP, d'anciens fonctionnaires internationaux, dont parmi lesquels Rosine Koulibaly, mais je ne crois pas. Ça doit être un faux tuyau. Pas possible parce que non. Rosine, non. Vous disiez qu'il y avait une incompatibilité de personnalité, c'est cela? Il y a fort probable qu'il y ait même une incompatibilité de personnalité. Donc avec le chef de l'État, il dit fort probable quand on tient compte vers la fin de sa mission, comment est-ce que les choses se sont passées. Mais le choix d'une femme, ça n'allait pas être mauvais. Voilà. Maintenant, mais pas forcément Rosine dans ce cas-là. Pas qu'elle ne travaille pas, pas qu'elle ne se fixe pas d'objectif, non, c'est pas ça. C'est beaucoup plus les questions de personnalité que de compétences. Un autre nom, c'est Idou Bouda, ancien ministre de la Santé, de la fonction publique, et ancien ambassadeur d'ailleurs du Burkina aux États-Unis, qui à un moment donné a claqué la porte pour aller à la Banque mondiale. Donc, qui est aussi expérimenté et compétent. Maintenant, le désavantage pour certains, c'est que, comme on parle de quoi, de tenir compte de géopolitique, et donc, lui c'est un Ouaga du centre-ouest, c'est juste à côté de Ouaga. Donc, est-ce qu'il ne faut pas prendre un homme de l'ouest? Donc, je pense que c'est l'un de ces désavantages. Mais bon, si on veut parler État-nation, parler que c'est d'abord le Burkina avant la région, avant la province, la commune, la famille ou la religion, je pense qu'à un moment donné, ces choses-là, il faut les laisser tomber pour aller à la compétence. Ça, c'est ce que je pense. Mais comme l'État-nation, c'est par étape, c'est une construction étape après étape, dont on peut comprendre, au fur et à mesure, les uns vont comprendre que les enjeux doivent aller au-delà. Ensuite, un autre nom, j'ai capté Djefirin Diabré, l'ancien chef de file de l'opposition, président de l'UPC. 2015 d'ailleurs, ils sont nombreux de Burkinabés qui ont nourri l'espoir de voir M. Diabré au poste de Premier ministre, Rochmar Christian Kaboré au poste de président de la République, pour que ceux qui ont marché côte à côte puissent travailler ensemble. Ça ne l'a pas été. Certains l'ont accueilli comme une déception. Il y en a qui le disent ouvertement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec la nouvelle donne, est-ce que monsieur d'abord va accepter? Est-ce que son parti va accepter? Est-ce que le MPP en a besoin? Qui a l'avantage de ne pas être du centre et d'être également d'une autre localité, d'une autre ethnie. Donc centre-est. Bon, là également, c'est le centre-sud. On attend aussi de voir. Pas être là-dessus. Maintenant, là, ça va tenir compte aussi du signal qu'on voulait donner par rapport aux questions de réconciliation nationale. Autre nom, le professeur Stanislas Ouaro, l'actuel ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, fin négociateur, qui a occupé un ministère qui n'est pas aussi facile, le ministère de l'Éducation nationale, mais qui quand même est arrivé, et c'est l'un des rares ministres que les syndicats apprécient sur un plateau.
Et quand nous avons reçu certains représentants de la CGTB à cette émission, ils ont salué son mérite. Pour qui, en tout cas, ils ont du respect. Oui, pour qui ils ont du respect et qui a un sens de la responsabilité de la négociation. Là, même le syndicat l'a reconnu. Et dans certains ministères, il fait partie de ceux qui ont donné des coups de main en tant que ministre, arrondi les angles. Et en coulisses, j'ai aussi entendu qu'il a sauvé même le portefeuille d'un des ministres. On m'a donné ça. Maintenant, Stanislas Ouaro, lui, l'avantage, il est de l'Ouest. Il a réussi à se faire élire député. Ça veut, ce n'est pas rien aussi, hein, ça compte. Donc, ça veut dire qu'il a aussi une assise politique. Il a réussi à se faire élire député. L'avantage aussi de la jeunesse, 45 ans, professeur titulaire, mais bon, qui a fait toute sa carrière aussi au Burkina. Donc, si c'est lui, ça va rompre également avec les anciens fonctionnaires internationaux, ceux qui ont fait carrière à l'international et qui sont bardés de diplômes. Bonne connaissance du terrain. Bonne connaissance du terrain. Donc, je dis l'avantage par rapport aux autres. Lui, il est un homme de l'Ouest, comme Diabré, j'ai dit bien aussi qu'il n'est pas du centre. Alors, il est le. Malheureusement. Voilà. On est surpris par le temps. Par le temps. L'autre nom, c'est que Diabré pourrait être reconduit aussi. Voilà. D'accord. Voilà. On aura l'occasion de voir justement ce que cela va donner comme réalité sur le terrain. Mais une autre question rapidement, est-ce qu'il faudrait s'attendre à ce que cela prenne du temps? Parce qu'on se souvient qu'en 2015, on a pris du temps pour trouver l'oiseau rare, temps pour constituer le gouvernement. On a trouvé un oiseau rare qui n'était pas peut-être à la hauteur des enjeux. Je ne pense pas que cette année ça va traîner. La démission est actée. Selon nos informations, dans cette journée, on aura le nom du Premier ministre, peut-être dans quelques jours également tout le gouvernement. Voilà, on s'arrête là pour ce qui est de ce dernier jugement de l'année 2020. Merci à vous en tant que juge au siège, Geoffroy Baha, Bernard Bouma. Merci à l'équipe de réalisation, à la télé Yasmine Konaté, son équipe, Watt FM, Abdoulaye Badélé et également son équipe. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis tout au long de l'année 2020. Sûrement que nous vous retrouverons en pleine forme avec beaucoup d'engagement et de détermination pour l'année 2021. Inch'Allah, comme on le dit, merci de nous avoir suivis. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.